Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Je suis vraiment ravi d'être là. C'est une conférence vraiment très, très stimulante et très intéressante et je suis particulièrement heureux d'y participer. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu plus de ce qui s'est passé à l'élection présidentielle française et à travers ça, une réflexion un peu plus théorique sur ce qu'est le populisme et comment est-ce qu'on peut peut-être aujourd'hui regarder sa diversité, ce qui sont des thèmes qu'on a déjà abordés amplement hier et ce matin. Donc rapidement, évidemment, vous avez tous suivi le résultat de l'élection de l'an passé. Les deux principaux candidats populistes, Marine Le Pen à droite et Jean-Luc Mélenchon à gauche, à eux seuls ont réuni un peu plus de 40% des voix. Et évidemment, ce qui s'est passé en France a acquis récemment une résonance internationale. L'Italie, on a beaucoup parlé des États-Unis, on peut parler de l'Autriche et de bien d'autres pays. Donc moi, ce que j'aimerais aujourd'hui discuter avec vous, deux questions essentiellement. La première question, c'est celle de l'unité du phénomène populiste. Aujourd'hui, dans la littérature, on parle d'un populisme qui pourrait se décliner sous différentes variantes, et notamment des variantes de gauche et de droite. Et donc, est-ce que cela est avéré en France et de quelle manière? Et puis, un autre thème qui est très très important dans la littérature aujourd'hui, qui est celui des attitudes populistes. Est-ce que le populisme existe aussi, non pas seulement dans les partis, mais chez les électeurs, sous forme d'une structure d'attitude stable, cohérente, et qui va prédisposer au choix électoral. Et donc, j'aimerais utiliser des données de l'enquête électorale du CEVIPOF 2017 pour illustrer ces thèmes et vous donner quelques réponses qui, j'espère, seront éclairantes. Alors, il me paraît important parce que ce matin, j'ai entendu beaucoup parler de populisme, mais souvent sans nécessairement le définir. Et là, je crois qu'il est important de le définir parce qu'on a ici une vocation un peu plus empirique, notamment sur la partie électorale. Et donc, il est important, à mon sens, de rappeler quand même ce qu'est le populisme. Et sans aller dans le détail, on trouve aujourd'hui une relative convergence, c'est ce que disait très justement Paul Taggart hier, entre les grandes définitions. Et il me semble que les éléments qui ont été proposés notamment par Mény et Surel il y a maintenant quelques années, c'est-à-dire trois grandes caractéristiques: l'exaltation d'un peuple vertueux, la condamnation d'une élite corrompue au sens de ne répondant plus aux attentes populaires, pas nécessairement à la corruption politique telle que nous la connaissons, et puis surtout l'appel à la souveraineté populaire qui doit être sans entrave, non restreinte, constituent les trois principales caractéristiques du populisme. Et ce qui est important, évidemment, c'est que pour évaluer le populisme, pour le rechercher, pour aller le discerner à la fois dans des partis qui ont évidemment des histoires et des idéologies très différentes, et auprès des lecteurs qui viennent d'horizons politiques et idéologies très différents, il est important de rappeler que le populisme en tant que tel reste une idéologie relativement pauvre, fine et très peu substantielle, et que donc nécessairement le populisme vient s'adosser à des idéologies plus épaisses, plus substantielles, et que donc c'est bien cette interaction entre le populisme et ces formes idéologiques plus importantes qui va donner au populisme sa connotation principale. Et c'est souvent l'erreur qu'on commet de confondre le populisme avec les idéologies sur lesquelles il vient s'appuyer. Et en termes donc de sociologie électorale, ce qui est très important aujourd'hui, c'est de comprendre comment le populisme agit ou interagit avec les principales dimensions de compétition, et elles sont à mon sens au nombre de trois, qui sont d'ailleurs elles-mêmes interliées. La dimension économique traditionnelle, l'État, le marché, la dimension culturelle et identitaire dont Patrick a largement parlé pour le FPE et la FD allemande, et puis ce conflit également évoqué par Patrick, qu'on appelle aujourd'hui transnational, ouvert, fermé, démarcation, intégration. Alors, j'aimerais juste donner d'abord un aperçu de ce qui me semble important aujourd'hui pour caractériser ces deux principales forces populistes dans le champ politique français, avec cette grille de lecture. Donc si je regarde aujourd'hui la mobilisation par à la fois Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise et le Front National de Marine Le Pen, je trouve, on pourra en rediscuter si vous le souhaitez, mais je trouve les traces de cette idéologie fine, c'est-à-dire dans les deux cas, l'idée qu'il existe un peuple. Alors, ça n'est pas le même peuple, évidemment. On sait que chez Marine Le Pen, c'est plutôt un peuple-nation. Chez Jean-Luc Mélenchon, un peuple-classe ou un peuple... mon collègue niçois, Mayon Dayafre, parle de peuple des sans-culottes. Mais on a bien une notion de peuple.
On a dans les deux cas une attaque virulente, persistante contre la caste, l'oligarchie, l'élite. Ce sont des termes que j'emprunte aux deux candidats. Et puis on a cette revendication d'une souveraineté populaire sans entrave qui s'exprime par des canaux différents, la constituante chez Jean-Luc Mélenchon et le référendum d'initiative populaire chez Marine Le Pen. Mais on a bien, si vous voulez, ces grandes caractéristiques du populisme. Si je regarde sur quelle idéologie ces populismes s'appuient, et c'est là qu'évidemment vont se poser les principaux éléments de divergence. Globalement, on peut dire que le populisme mélenchoniste ou mélenchonien, je ne sais pas comment l'appeler, s'appuie sur une idéologie de gauche radicale classique telle que l'a définie Luke March, on pourrait dire un socialisme, et que globalement, il s'appuie également sur un certain libéralisme culturel, c'est-à-dire plutôt respect des minorités, des différences et des droits fondamentaux. Alors qu'avec le FN de Marine Le Pen, naturellement, on retrouve l'idiosyncrasie définie par Casmo II de la droite populiste radicale, c'est-à-dire vraiment un populisme qui s'appuie sur le nativisme et sur l'autoritarisme en matière sociale. Tout ça a évolué, mais globalement, on retrouve quand même ces éléments fondateurs. Et puis si je regarde en termes donc, de dimension de compétition, ce qui, moi, m'intéresse plus, je retrouve effectivement pour Mélenchon une dimension principale qui est une dimension économique. Le populisme de Jean-Luc Mélenchon travaille d'abord les enjeux économiques et essentiellement deux questions fondamentales qui sont la redistribution des richesses et le rôle de l'État. Chez Marine Le Pen et le FN, traditionnellement, et les choses n'ont pas beaucoup changé, la principale dimension de compétition est la dimension culturelle, et essentiellement aujourd'hui encore des enjeux qui sont liés à l'immigration et à l'islam. Et puis, dernier élément et dernier étage de cette fusée populiste très, très diverse, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien en France, mais c'est le cas dans d'autres pays, qu'il y a une convergence des populismes de gauche et de droite sur la dimension transnationale, et notamment sur l'approche vis-à-vis de la globalisation économique, qui aujourd'hui est largement perçue par les populistes de tous bords comme une menace, et l'adhésion à une forme de protectionnisme économique qui, dans chacun des deux cas, est assez étrangère à la tradition idéologique à la fois de la gauche plutôt cosmopolite et internationaliste, et d'une droite qui traditionnellement est plutôt libérale en matière économique. Donc ça, c'est vraiment pour essayer très rapidement, hein, et pardonnez-moi cette rapidité, mais de dessiner un petit peu le portrait de ces deux partis populistes qui ont occupé le devant de la scène électorale en 2017. Ce qui m'intéresse, c'est de voir si le populisme, et là je vais faire pour l'instant référence uniquement à la partie idéologie fine, c'est-à-dire les principales caractéristiques du populisme telles que définies par Casmo II ou Mény et Surel, Paul Taggart et bien d'autres, est-ce que ce populisme existe chez les électeurs? Et donc l'idée, c'est à travers des enquêtes électorales, des grandes enquêtes électorales, de proposer une batterie de questions qui a vocation à mesurer l'adhésion à l'idéologie populiste chez les électeurs de tous bords, hein, puisque là, on est vraiment sur la partie, et j'insiste sur ce point, sur la partie idéologie fine, et non pas sur les idéologies plus substantielles qu'on va évidemment évoquer par ailleurs. Et donc, depuis quelques années maintenant, il existe différentes batteries de questions qui ont été testées, à la fois dans des études de cas et dans des enquêtes comparatives. Et pour ma part, j'ai choisi de prendre la batterie qui a été proposée par Ackerman et ses collègues en 2014, qui est une batterie qui a été largement validée et vérifiée, et qui essaye au fond de distinguer les principaux éléments du populisme et de les proposer sous forme de questions d'enquête aux électeurs. Et c'est l'adhésion à ces différentes questions qui va permettre de constituer dans la tradition classique des échelles d'attitude, hein, telles que l'utilise la psychologie sociale, de constituer une échelle de populisme qui va donc regarder trois éléments fondamentaux. D'une part, le primat de la souveraineté populaire. Deuxièmement, la division fondamentale, ou la perception par les électeurs d'une division fondamentale entre le peuple et les élites. Et troisième élément, ce jugement manichéen sur les élites politiques, hein, qui voit dans les élites des représentants qui sont totalement déconnectés du peuple et de sa volonté réelle. Et donc,
Je ne rentre pas dans le détail, mais cette batterie de questions forme une échelle d'attitude. C'est-à-dire que ces réponses sont non seulement corrélées entre elles, mais elles sont également ordonnées dans leur pouvoir discriminant. Donc on a, d'un point de vue purement statistique et conceptuel, on a une échelle d'attitude dans le sens où on a des réponses qui convergent vers une même dimension latente dont on va pouvoir se servir pour mesurer le degré de populisme, parce que c'est bien ça dont il s'agit, c'est de mesurer un degré de populisme pour chaque électeur de l'enquête et donc pour des groupes d'électeurs. Alors évidemment, ce populisme, vous voyez, j'ai mis ici les pourcentages d'adhésion aux différentes propositions. Ce populisme est très fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a en France, comme dans la plupart des pays européens, une adhésion assez forte aux principales idées du populisme. L'idée que les hommes politiques n'agissent pas assez, qu'il faudrait que la souveraineté populaire s'exerce et soit la quintessence ou l'alpha et l'oméga de toute décision politique, mais des thèmes beaucoup plus intéressants, notamment par exemple l'idée que beaucoup de gens préféreraient être représentés par un citoyen ordinaire plutôt que par un politicien, et d'autres thèmes, notamment sur ce que veut dire le compromis en politique, et cette idée que le compromis, en fait, ce serait renoncer à ses principes. Et donc ces différents items forment une échelle qui va permettre pour chaque électeur et pour chaque groupe d'électeurs de mesurer le degré de populisme. Et donc on va retrouver quelque chose qui est assez classique, mais qu'il est intéressant de vérifier dans le cas français, c'est que si je distribue, je ne sais pas si le graphique est suffisamment lisible, mais si je distribue mes groupes d'électeurs en 2017 sur un espace à 2 dimensions, l'espace vertical est le degré de populisme, donc en haut on est plus populiste et en bas on l'est moins, et l'espace horizontal c'est simplement l'échelle gauche-droite, donc comment les électeurs se positionnent eux-mêmes en termes de gauche et de droite. Et bien effectivement on retrouve 2 grands groupes d'électeurs populistes, les électeurs de Marine Le Pen dans le cadran nord-est, c'est-à-dire fort populisme et ancré à droite, et les électeurs de Jean-Luc Mélenchon dans le cadran nord-ouest, donc fort populisme et placement très à gauche sur l'échelle politique, ce qui d'ores et déjà vous montre que le populisme existe bien chez ces 2 groupes d'électeurs, mais qu'il est déjà différencié, ne serait-ce que par leur placement sur l'échelle politique, qui renvoie évidemment, on le sait, à des structures idéologiques très fortes, très anciennes et très établies en termes de valeurs et de préférences. Et effectivement, les candidats populistes sont clairement, en tout cas les électeurs populistes sont clairement distinguer des électeurs des 3 principales formations plus et donc les électeurs populistes sont différenciés, et ces différences sont statistiquement significatives, sont différenciés des électeurs des grands partis, en l'occurrence ici Benoît Hamon pour le Parti Socialiste, Emmanuel Macron et François Fillon pour les Républicains. Et donc, partant de là, maintenant ce qui m'intéresse, c'est non pas simplement de vous décrire cette situation qui en soi déjà est un résultat que je trouve assez intéressant et assez pertinent, et de voir comment le populisme interagit avec différentes variables, et essentiellement 2 grands types de variables qui nous intéressent en sociologie électorale. Le premier grand type, ce sont évidemment les variables dites socio-démographiques, quelles sont les caractéristiques des électeurs populistes, et puis ensuite, évidemment, des variables plus idéologiques, attitudinales, et qui vont renvoyer aux principales dimensions de compétition que j'ai évoquées. Très rapidement, sur les clivages sociologiques, aujourd'hui, dans la littérature sur le populisme, on sait que les 2 principaux facteurs, alors ce ne sont pas les seuls, mais les 2 principaux facteurs, ce sont l'âge et le niveau de diplôme, le niveau d'éducation. Et donc effectivement, si on regarde ici l'effet, la probabilité de voter pour Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, vous voyez qu'elle est négativement corrélée avec l'âge et avec le niveau de diplôme. Autrement dit, plus on est vieux, moins on a de chances de voter pour Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, et plus on est éduqué ou diplômé, moins on a de chances de voter pour ces 2 candidats. Avec quand même 2 petites remarques, c'est que d'une part, on voit que l'effet de l'âge, alors vous n'arrivez pas bien à voir les chiffres, mais l'effet de l'âge est beaucoup plus prononcé chez Jean-Luc Mélenchon. Donc l'électorat de Jean-Luc Mélenchon est vraiment un électorat jeune, ce qui est moins le cas pour Marine Le Pen en 2017. Et puis de manière plus intéressante, c'est que l'effet du diplôme est beaucoup plus, beaucoup plus fort et beaucoup plus homogène chez Marine Le Pen. Autrement dit, la variable diplôme joue beaucoup plus pour le populisme de droite
que pour le populisme de gauche. Et effectivement, on voit que l'effet est beaucoup plus hétérogène chez Jean-Luc Mélenchon. Et en fait, d'un point de vue de distribution du vote Mélenchon sur les différentes catégories socio-professionnelles qui sont évidemment liées au diplôme, on observe un électorat beaucoup plus interclassiste et beaucoup plus distribué sur différents groupes de classes moyennes, y compris des groupes de classes supérieures, ce qui n'est pas le cas du vote en faveur de Marine Le Pen. Alors j'en viens au troisième et dernier point qui est le plus important, qui est comment le populisme, puisque là, pour l'instant, je n'ai regardé que le populisme en tant qu'idéologie fine, c'est-à-dire vraiment l'adhésion à une représentation du champ politique. Je n'ai absolument pas parlé de dimension économique, culturelle ou de ce conflit transnational. Comment le populisme interagit avec ces dimensions et surtout, est-ce que le populisme exerce un effet propre? Ou est-ce qu'une fois que je vais injecter dans mon modèle explicatif les grandes variables classiques, pour ou contre l'État, le marché ou l'État, contre l'immigration, etc., est-ce que le populisme garde un effet qui lui est propre? Et donc, ce graphique-là vous montre les résultats d'un modèle qu'on appelle multivarié, dans lequel on va mobiliser l'ensemble des variables qui nous intéressent et qui va permettre de vérifier l'effet propre de chaque variable. Et cet effet propre, vous en voyez la signification lorsque la variable à laquelle vous vous intéressez est soit située à droite ou à gauche de l'axe du milieu, qui en fait signifie un effet nul. Donc si votre variable est sur le milieu du graphique, vous avez un effet qui n'est pas significatif, donc il n'y a pas de corrélation, si vous voulez, entre la dimension et le vote populiste. Alors malheureusement, je me rends compte que vous n'arriverez pas à lire les différentes dimensions. Globalement, vous avez tout en bas le populisme. Et vous voyez que dans les deux cas, le populisme exerce un effet qui est positif, on est à droite de l'axe. Donc que ce soit pour Jean-Luc Mélenchon ou pour Marine Le Pen, le degré de populisme accroît de manière significative et substantielle la propensité, la probabilité de voter pour Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Donc on a là une preuve empirique, en tout cas un élément empirique pour valider le fait que si un électeur adhère au populisme comme idéologie fine, il est d'autant plus enclin à voter pour un candidat populiste, quelles que soient par ailleurs ses préférences idéologiques, son âge, son niveau de diplôme, son sexe, parce qu'en fait le modèle est beaucoup plus compliqué, j'ai pas mal de variables de contrôle. Quelles que soient par ailleurs les variables de contrôle, le populisme a un effet substantiel, significatif et autonome sur la propension à voter pour un candidat populiste. Juste au-dessus, vous avez l'échelle gauche-droite, et là on retrouve effectivement les éléments que j'évoquais, c'est que chez Jean-Luc Mélenchon, on est à gauche de l'axe, donc on est clairement dans une corrélation négative, donc plus on va vers la droite de l'axe gauche-droite, moins on est enclin à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Et là aussi, on a un effet très significatif. L'électorat Mélenchon reste très profondément ancré à gauche de l'axe politique. De la même façon avec Marine Le Pen, mais de manière un peu moins marquée. Plus on est à droite, plus on a de chances de voter pour Marine Le Pen. Donc là, vous voyez bien que le populisme, en tant qu'idéologie fine, ne prend sa signification que lorsqu'il est articulé avec ces variables de gauche-droite. Et de la même façon, j'ai pris deux variables qui me paraissaient les plus significatives en termes de dimension de compétition. La troisième, en partant du bas, c'est la justice sociale. C'est le fait d'adhérer à l'idée qu'il faut en gros prendre aux riches pour redistribuer aux pauvres. De manière intéressante, c'est une variable qui a un effet positif dans les deux cas. C'est-à-dire que, et pour l'électorat Le Pen et pour l'électorat Mélenchon, plus on adhère à l'idée de redistribuer la richesse, plus on est enclin à voter pour ces partis. Ce qui n'est pas très surprenant puisqu'on sait que Marine Le Pen a drainé beaucoup d'électeurs qui sont plutôt orientés à gauche en termes économiques. Et puis, autre résultat intéressant, juste au-dessus, vous avez la préférence nationale, donc l'idée de réserver la richesse et les aides sociales aux Français plutôt qu'aux immigrés. Là, de manière évidemment non surprenante, c'est une variable qui a un effet positif pour le vote Le Pen, ça on sait que c'est une des grandes dimensions du vote Le Pen, mais vous voyez que dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, c'est une variable qui n'est pas significative. Et ça traduit, je pense, un recentrage de Jean-Luc Mélenchon dans la campagne de 2017 sur les questions migratoires, et notamment la question des réfugiés, et un certain, je vais mettre d'énormes guillemets, un certain welfare chauvinisme. Effectivement, on a vu que Jean-Luc Mélenchon s'est un petit peu distancié de ces thèmes plus cosmopolites, et notamment de la campagne de 2012 où il avait pris des positions très pro-immigration, notamment sur l'accueil des immigrés et surtout sur la régularisation, où là il avait pris des positions qui sont beaucoup plus congruentes avec la tradition de gauche cosmopolite et internationaliste.
Donc là, pour résumer, j'ai bien ici un modèle qui permet de vérifier que le populisme a un effet propre, qu'effectivement il est distribué à gauche et à droite de l'axe politique, et que sur les grandes dimensions de compétition, on retrouve plus ou moins ce que l'on sait de ces partis populistes, à savoir qu'ils n'opèrent pas de la même façon, encore qu'il y a des rapprochements aujourd'hui au sein des électorats qui montrent bien que les grandes différences entre le populisme de gauche et de droite sont en train de s'atténuer, en tout cas d'être moins visibles, au moins dans le cas français, mais pour avoir vu des données comparables sur d'autres pays, c'est une tendance qui est beaucoup plus large. Et puis, dernier élément, avant d'en venir à ma conclusion, c'est que, sans surprise, et là aussi ça traduit une évolution très forte de Jean-Luc Mélenchon en 2017 sur la question de l'Europe, et là aussi une certaine forme d'euroscepticisme ou d'eurocritique assez marquée. Dans les deux cas, on voit que les électeurs qui sont les plus eurosceptiques, sont les plus enclins, et là les effets sont très significatifs et très marqués, sont les plus enclins à voter pour les partis populistes, de gauche comme de droite. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais en fait la question est simplement formulée en trois possibilités. Par rapport à un éventuel abandon de l'Union européenne, est-ce que les gens exprimeraient de l'indifférence, des regrets ou des relief, le mot français m'échappe, des soulagements. Donc on voit que les gens qui disent ben moi je serais soulagé qu'on abandonne l'Union européenne sont ceux à gauche comme à droite qui ont la plus grande propension à voter pour les partis populistes. Ceux qui expriment des regrets sont ceux qui ont la plus faible propension, et les indifférents sont quelque part entre les deux. D'accord ? Donc effectivement là on voit que, y compris sur un indicateur qui est assez frustre, hein, puisque là on n'a pas une échelle, on a un indicateur qui est simplement en 3 positions, mais on a un effet très clair, et je rappelle d'un point de vue statistique que cet effet-là est contrôlé par l'ensemble des autres paramètres. Autrement dit, on a cet effet-là lorsqu'on contrôle le niveau de chauvinisme du welfare, le niveau d'adhésion au libéralisme économique, le niveau de l'éducation, d'âge, de sexe, etc. Donc, tous ces effets sont vraiment des effets qui sont distincts, propres et qui sont statistiquement très significatifs. Là, ici, on a des effets qui sont très très forts et qui accroissent la probabilité de manière très forte. Simplement pour vous donner une idée, pour les gens qui expriment des regrets à un éventuel abandon de l'Union européenne, la probabilité de voter pour un parti populiste est en dessous de 10%. Elle peut monter jusqu'à près de 60% pour Marine Le Pen chez les gens qui exprimeraient un soulagement. Donc vous voyez que l'écart qui est provoqué par ce qui reste quand même un des indicateurs du conflit, démarcation-intégration, l'écart est très très polarisé et très très fort. J'en arrive à ma conclusion, hein, pour terminer juste avant les temps. Donc, ce que montrent les études, alors cette étude en particulier, mais il y a beaucoup d'autres travaux aujourd'hui qui travaillent avec un petit peu les mêmes outils et les mêmes indicateurs, c'est qu'aujourd'hui, on a véritablement au sein des électorats des attitudes populistes qui sont mesurables, d'une part, et qui sont stables. Parce que là, le modèle que j'ai présenté prend une des vagues de l'enquête électorale du CEVIPOF, en l'occurrence une vague qui est juste avant le premier tour, et on mesure les attitudes populistes et leur impact sur le vote dans la même enquête. Mais ce qui est intéressant, c'est que le CEVIPOF a accepté que la batterie populiste soit intégrée à différentes vagues, une enquête par panel. Donc j'ai, pour ces mêmes électeurs, les attitudes populistes mesurées 6 à 7 mois avant l'élection, c'est-à-dire à la fin de l'année 2016, en novembre 2016, pour les mêmes électeurs. Et ce qui est intéressant, c'est que les modèles fonctionnent lorsque je regarde le populisme bien avant la campagne, c'est-à-dire bien avant qu'il soit potentiellement activé par les candidats et par les partis. Donc on a une stabilité des attitudes qui effectivement corrobore la théorie de psychologie sociale. L'attitude, c'est une prédisposition qui est latente, qui est stable, hein, qui n'est pas variable dans le court terme. Donc on a bien des attitudes populistes qui sont constituées, qui sont stables, et qui ont un effet substantiel et indépendant sur le choix, sur l'orientation du choix électoral. Les électeurs que je qualifie ici de populistes en fonction des critères que j'ai énoncés sont plus enclins à voter pour les partis populistes. Le deuxième point qui me paraît important, c'est que donc en ce sens, le populisme renvoie à deux types de mobilisation, un type qu'on pourrait appeler fonctionnel, hein, pour reprendre Peter Mayer, et un type plus structurel,
C'est-à-dire qu'à la fois le populisme permet de mobiliser effectivement sur ce que Patrick évoquait, sur la protestation contre les élites, contre le système, donc sur la crise de la représentation politique et de je dirais un certain désenchantement démocratique, mais le fait que le populisme s'articule avec des idéologies plus épaisses, plus substantielles, lui permet aussi de mobiliser sur des enjeux, sur des vraies dimensions de compétition. Et notamment, on le voit dans le cas français, il y a une vraie résilience du conflit gauche-droite. Le populisme, et j'ai beaucoup lu notamment Didier Fassin qui s'inquiétait beaucoup que le populisme, que parler de populisme nous amène à oublier qu'en France la politique est aussi structurée par le conflit gauche-droite. Eh bien, cette étude montre que, bien au contraire, le populisme demeure structuré fondamentalement par les grands conflits idéologiques, et notamment dans le cas français, le conflit gauche-droite. Un troisième point que je n'ai pas pu développer ici d'un point de vue empirique parce que c'était un petit peu long et un peu complexe, mais toutes les études, et y compris celle-ci, montrent que le populisme a également un rôle de supplétif. Et là, lorsqu'on regarde comment le populisme interagit avec les différentes dimensions, on se rend compte que, pour dire les choses simplement, lorsque les individus ont des préférences idéologiques très structurées, notamment si quelqu'un est très fortement anti-immigration, ou si quelqu'un est très fortement pro-redistribution, ces individus n'ont pas besoin, en quelque sorte, du populisme pour s'orienter vers Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Leurs préférences idéologiques fortes leur permettent d'avoir un choix en faveur de ces candidats sur des enjeux. Par contre, et de la même façon, lorsque ces préférences sont très faibles, ces électeurs restent à distance des candidats Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. En revanche, dans la zone intermédiaire, là où les préférences idéologiques sont faiblement structurées, on voit que le populisme, en règle générale, permet de donner un surcroît de mobilisation en faveur des électeurs, des candidats et des partis populistes. Donc, dans la littérature aujourd'hui, on voit apparaître une idée qui me paraît très importante, c'est que le populisme a un rôle de supplétif de mobilisation. Là où il n'y a pas, chez certains électeurs, de fortes dispositions idéologiques, le populisme vient donner un coup de pouce, ou en tout cas un supplément de mobilisation en faveur des candidats populistes. Et puis troisième, évidemment, grand point à souligner, c'est que cette étude, comme beaucoup d'autres, montre qu'effectivement aujourd'hui, il y a une vraie convergence, à la fois des partis et des électeurs populistes, sur le conflit qu'on appelle transnational, ou ce conflit ouvert-fermé, et qu'aujourd'hui le populisme est très fortement corrélé avec une attitude de fermeture, de repli national, et avec, au-delà, et notamment pour les partis populistes, une véritable revendication de souveraineté nationale. Et on est en train de travailler là-dessus avec plusieurs collègues sur le fait que le populisme aujourd'hui semble de plus en plus articuler la revendication de souveraineté populaire avec une revendication de souveraineté nationale, et les deux souverainetés conjointes donnent un schéma de mobilisation qui est assez puissant et particulièrement efficace. J'en termine sur un point. Paul Taggart est parti, mais je crois que ce qu'on voit aujourd'hui aussi sur le cas français, et là aussi ça illustre plus largement la situation populiste, au moins en Europe occidentale, c'est la grande malléabilité du populisme. Et ce que nous voyons notamment sur la dimension économique et culturelle, c'est que là où les partis populistes demeurent très fortement ancrés dans leur radicalité sur ce qu'on pourrait appeler la dimension principale, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon sur les questions économiques et Marine Le Pen sur les questions culturelles. En revanche, sur des dimensions plus secondaires, on assiste à ce que Lacewell a récemment appelé un reprogramming, c'est-à-dire à une reprogrammation, ou en tout cas une révision programmatique qui est assez importante, et je prends juste les deux exemples que j'ai cités précédemment. Ce qu'a fait Marine Le Pen sur la question économique et sociale en tirant le FN très à gauche sur ces questions, et ce que semble faire aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon sur la question culturelle en s'éloignant quand même de la tradition internationaliste et cosmopolite de la gauche. Et je pense que ces deux éléments aujourd'hui sont très importants parce qu'au-delà de leur capacité à mobiliser sur la dimension principale qui est la leur, à savoir économique pour Jean-Luc Mélenchon, culturel pour Marine Le Pen, ces partis travaillent, et il ne faut pas l'oublier, travaillent également des dimensions qui sont plus secondaires, mais qui, et j'en termine sur ce point,
du fait notamment des deux grandes crises européennes, crise économique et crise des réfugiés, du fait de ces crises, sont devenues plus importantes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention extrêmement riche, extrêmement fascinante. Donc, nous prenons les questions sur l'une ou l'autre des deux interventions. J'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit M. Moreau, justement. J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit, parce que vous dites que parmi les gens qui veulent être populistes, il y a des perdants, mais il y a aussi des gagnants. Je pense que c'est quelque chose qu'on traite, excusez-moi, peut-être pas assez, parce que déjà que les pauvres, ils sont méchants, ils sont bêtes, ils sentent mauvais, en plus ils votent mal, il ne faudrait pas non plus leur en rajouter une couche, humblement. Notamment Mélenchon, dans les milieux universitaires, rencontre un très grand succès. Et ce sont des gens qui ne sont pas en dessous du seuil de pauvreté, pour autant que je sache, j'en fais partie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, au moment du deuxième tour des élections présidentielles françaises, un groupe de psychiatres avait fait voter une pétition en ligne où ils donnaient leur interprétation de la montée du populisme. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'était très bien argumenté. Sur le coup, j'étais un peu sidérée. Et eux voyaient monter dans les instituts hospitaliers, c'était pas des dingues, hein. C'était des professeurs de psychiatrie en France qui avaient réfléchi, qui avaient des statistiques. Ils voyaient monter un nombre de personnes, notamment d'adolescents qui partaient dans le moi-je, de parents qui disaient « je veux que ». Et donc, d'une manière très fine, il définissait cette espèce de montée de la toute-puissance individualiste et d'une espèce d'hyper-narcissisme social qui était devenu tellement prégnant et tellement intériorisé que le moi-je, et il l'associait, c'est ce que vous avez dit, M. Moreau, à un désir de contrôle absolu. Je ne veux pas perdre le contrôle sur ce qui m'entoure. Et il disait, pour nous, ce à quoi nous assistons dans les centres hospitaliers, c'est une des explications de cette montée du populisme. Voilà, c'est tout. C'est eux qui disent ça, hein, c'est pas moi. Tout à fait. On a effectivement le même phénomène en Allemagne et en Autriche c'est encore plus évident. Vous avez maintenant une véritable agglomération des élites intermédiaires, c'est-à-dire énormément de médecins. Lorsqu'on fait la sociologie de l'AfD, des cadres AfD, vous trouvez par exemple plus de gens titulaires d'un titre de doctorat qu'on en trouve au sein de la CDU-CSU. Évidemment, proportionnellement, parce qu'il n'y a que 92 députés AfD, il y en a beaucoup plus de... Mais vous avez effectivement des élites intermédiaires qui sont devenues et qui sont passées, mais uniquement sur le thème de l'ordre, sur le thème de la défense des intérêts acquis dans les années 50-60, et c'est totalement complémentaire, mais ça ne fonctionne, encore une fois, la poussée de ces partis ne fonctionne que quand les deux éléments entrent ensemble, et qu'il y a peut-être on n'en a pas parlé aujourd'hui parce que c'est une tarte à la crème, mais il faut quand même qu'il y ait un élément dynamisateur, il faut qu'il y ait quand même un certain nombre d'élites politiques capables de communiquer au niveau des autres élites politiques. Alors c'est pas toujours vrai, il y a des partis comme le Fortschrittspartei du Danemark qui sont conduits par quelqu'un qui est particulièrement atone sur le plan de la communication. On ne peut pas dire que Gauland non plus en Allemagne soit une lumière dialectique. Mais en Autriche, par exemple, Strauer est un remarquable communicateur, Haider l'était encore plus. Vous avez dans de nombreux pays, effectivement, la nécessité, si vous voulez, d'un leader qui apparaît. Et peut-être c'est pas de Mélenchon, mais sa notion, sa capacité de communiquer est quand même forte. Ouais, les hologrammes, quand même, c'est le... Ouais. Si on n'est pas dans les sublimation du leadership, je pense qu'on est... Ouais. Si je peux juste donner une petite réponse. Alors, effectivement, j'ai jamais dit que les électorats populistes n'étaient que des perdants. Non, mais c'est important. Et effectivement, je crois qu'il est important de souligner que l'électorat de Mélenchon est beaucoup plus divers et beaucoup plus interclassiste. Et effectivement, il comprend des gens comme nous, c'est-à-dire qui sont plutôt dans les gagnants ou pas forcément dans les perdants. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, en termes de changement, en 2017, Mélenchon a fait mieux dans les classes populaires. Ce n'était pas le cas en 2012, et on peut imaginer que la dimension populiste, protectionniste et quasi-nationaliste a parlé plus à cet électorat-là que la dimension plus ouverte de 2012. Deuxièmement, contrairement à ce que vous pensez, les pauvres ne votent pas mal, ils ne votent pas du tout. Donc, de toute façon, il ne s'agit pas de stigmatiser les pauvres, d'abord ce ne serait pas mon propos, et en plus,
la réalité statistique, c'est que les vrais pauvres ne votent pas. En tout cas, c'était le cas jusqu'en 2015. Maintenant, malheureusement, ils votent un petit peu pour Marine Le Pen. Donc, mais c'est encore une dichotomie. Et évidemment, troisième élément qui est important, je ne sais pas par rapport à l'hyper-narcissisme, mais ce qui est clair aujourd'hui quand même, c'est que Marine Le Pen en 2017 a accentué le caractère très, je veux dire prolétaire, mais en tout cas très populaire de son électorat. C'est qu'on pensait justement que la dédiabolisation, sa vocation à ouvrir le parti allait lui permettre de ratisser plus large, et en fait, au contraire, on a vu le parti se resserrer sur sa base électorale extrêmement populaire et justement très faiblement capable d'aller vers les classes supérieures, vers les retraités, les plus âgés. Donc voilà, pour l'instant, il y a quand même plutôt un phénomène de resserrement qu'une évolution vers et je suis d'accord avec Patrick, vers la synthèse entre perdants et gagnants, quand bien même il y a des classes supérieures chez Marine Le Pen, les retraités, il n'y a évidemment pas que les prolétaires et des employés. Mathieu, puis Michel. D'abord, je voulais vous remercier tous les deux parce que j'ai trouvé les présentations vraiment très stimulantes, des éléments différents, mais je pense que c'était vraiment très intéressant. En fait, moi j'avais deux questions à Gilles, un petit peu, pas pour répéter ce qui a déjà été dit, pour faire évoluer un petit peu la discussion. J'aurais voulu en fait, si tu pouvais revenir à ce que tu as mis au début de ta présentation en fait, sur la présence d'attitudes populistes en fait. Donc c'est pas tant pour critiquer, mais pour quand même un petit peu pour réfléchir, voilà, qu'est-ce que c'est en fait une attitude populiste? Parce qu'au final, moi quand j'ai vu l'indicateur que tu as mis là, avec les différentes attitudes, franchement j'ai pas vu des indicateurs d'attitude populiste. C'est-à-dire quand on dit, pour moi, les hommes politiques à l'Assemblée nationale doivent-ils suivre la volonté du peuple à 82%. Est-ce que ça, c'est une attitude populiste? Pour moi, c'est pas du populisme, ça c'est du sens commun, c'est la démocratie. Donc, j'aimerais bien voir un petit peu, si on regarde vraiment en détail, si on réfléchit, les décisions politiques les plus importantes devraient être prises par le peuple et non par les hommes politiques. Bon, 60%. Est-ce que ça, pareil, c'est forcément le populisme? Ou est-ce que c'est pas, au fond, que, voilà, il y a des gens qui considèrent que certes, les élites politiques, on est dans un système représentatif, ils ont leur rôle à jouer, mais que sur les grands enjeux majeurs, les gens devraient pouvoir se prononcer. Bref, en fait, ça, c'est pas du populisme, c'est de la démocratie. Les gens veulent une démocratie plus... Tu vois, je provoque un peu, mais... Et de même, par exemple... intéressé de te faire passer l'échelle. Les hommes politiques parlent trop, ils n'agissent pas assez. Bon, en quoi c'est manichéen? Pas forcément, c'est critique, c'est... Alors moi, ce que j'avais entendu comme populiste, juste pour terminer, c'était des attitudes du type, par exemple, le rapport à la désobéissance civile. On devrait pouvoir, je sais pas, les élites devraient être plus sévèrement punies, etc., etc. Des choses comme ça. Ça pour moi, c'est populiste. C'est-à-dire, on va juger les élites différemment que les citoyens ordinaires parce qu'ils sont élites. Donc en fait, c'était un petit peu, voilà, l'attitude populiste. Deux réponses. Ce que tu dis, j'imagine bien que tu n'es pas le premier à nous faire cette remarque à moi et notamment aux concepteurs de l'échelle. La réponse la plus importante, et c'est souvent d'ailleurs dans une discussion hier et aujourd'hui, un problème que j'ai eu, c'est que souvent on oublie que le populisme, c'est l'articulation de tous les éléments que nous définissons comme constitutifs du populisme. Or, le problème, c'est qu'effectivement, on s'arrête, et tu viens de le faire, tu t'es arrêté à un élément. Et je suis d'accord avec toi qu'effectivement, la souveraineté populaire, c'est un principe de la démocratie. Le populisme, c'est l'articulation de toutes ces croyances-là. C'est-à-dire que les populistes sont populistes parce qu'ils adhèrent à tous ces items et non pas à certains des items. Oui, mais ça, par exemple, ta manière de dire, pour moi, c'est pas des croyances. En quoi c'est une croyance de dire... Est-ce que tu penses, par exemple... Encore une fois, on peut discuter sur la définition du populisme, mais nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de prendre une définition qui est aujourd'hui relativement consensuelle de ce qu'on peut appeler le populisme. Alors, on peut ne pas être d'accord avec cette définition-là, et si effectivement c'est le cas, dans ce cas-là, les items n'ont pas beaucoup de sens, puisque c'est la définition elle-même qui est en code. Et si on prend la définition et qu'on l'accepte comme étant, et je répète bien, c'est bien la conjonction, lorsque je prends ma définition chez Ménier-Surel, ce qui explique Ménier-Surel, c'est justement comment le populisme interagit avec la démocratie, c'est que chaque élément pris séparément, ça n'est pas le populisme.
Le fait de penser à la souveraineté populaire comme absolue, c'est effectivement l'adhésion à la démocratie directe. Le fait d'être critique envers les élites, c'est l'anti-politique ou l'anti-establishment ou l'anti-parti. Mais c'est bien la conjonction des trois, la présence simultanée qu'on peut appeler le populisme. Et chez les électeurs, c'est en ça que c'est intéressant parce que de manière empirique, on peut bien montrer qu'effectivement, on a des électeurs qui adhèrent à certains items mais pas à d'autres, mais que globalement, d'un point de vue de la cohérence du schéma qu'on essaye d'approcher, on a bien des items qui sont cohérents et qui renvoient à une même dimension, qu'on mesure. Et deuxième point, il y a eu énormément de tentatives d'élargir cette base. Et en fait, avec beaucoup d'items, comme tu l'as proposé, sur la corruption, sur les élites, enfin, il y a des batteries qui ont 14, 15, jusqu'à 25 items, et on s'est rendu compte en fait que cette batterie est suffisante. D'un point de vue empirique, alors conceptuel peut-être pas, mais d'un point de vue empirique, elle est suffisante. Donc, on peut effectivement, et tu as tout à fait raison, rajouter beaucoup d'items, mais ça n'est pas nécessaire d'un point de vue de l'économie cognitive et souvent aussi de l'économie empirique. Bien, le débat est évidemment très intéressant, donc on attend peut-être encore 2-3 questions, peut-être rapides. Michel? Oui, alors ça rejoint, moi je voulais vous interroger, donc les 6 items, c'est les 6 qui vous permettent de définir une personne, il n'y en a pas d'autres, c'est pas un exemple, c'est pas un échantillon. Non, c'est les 6 items. C'est ces 6, ouais. Oui. Donc j'avais la même question que mon collègue, effectivement, parce que par exemple, il n'y a pas un item sur la question du peuple vertueux par essence, ou vous ne l'avez pas mis? Non, parce qu'encore une fois, c'est pas nécessaire. C'est-à-dire que la théorie de l'attitude, telle qu'elle a été développée dans la psychologie sociale, c'est que s'il y a une dimension latente, on a un ensemble d'éléments qui permettent d'approcher la dimension latente. Donc en général, on veut avoir plusieurs éléments pour éviter la variabilité de l'item singulier, mais globalement, on n'a pas besoin de multiplier les éléments. En gros, si je veux savoir si parmi vous, il y a des gens qui sont plutôt racistes, il me suffit de poser 2 ou 3 questions, et si vous y répondez de manière honnête, je pourrais assez rapidement voir effectivement si vous êtes ou pas raciste. Et donc là, c'est un petit peu la même chose. Beaucoup de batteries ont été testées, beaucoup plus larges, mais on s'est rendu compte qu'on peut aller vers une économie qui est de prendre ces 6 items, qui ne sont pas les meilleurs forcément, il y en a peut-être d'autres, on peut penser à d'autres items, mais globalement, si on accepte l'idée d'une attitude comme dimension latente, ces items suffisent. Et alors j'avais aussi une question pour Patrick Moreau, parce que j'ai... Donc, par rapport aux électeurs, donc vous disiez que finalement il y avait une répartition 25% qui gagnent moins de 1500, 50 à peu près dans le milieu, et puis 25 au-dessus. Et j'avais lu pour les électeurs du Front National, pour les électeurs aisés du Front National, que c'était corrélé, alors peut-être Gilles Berdy pourra dire si j'ai bien retenu ou pas, mais que c'était quand même corrélé souvent à une position de travailleurs indépendants, en fait, de patrons, voilà. Et donc je voulais vous demander, donc c'est-à-dire des gens qui effectivement ont un niveau de vie assez aisé, mais qui ont donc des professions qui les mettent plutôt en position d'indépendants. Et je voulais savoir si c'était la même chose pour l'AFD. Non, parce que l'AFD, à cause de sa nature, je dirais, chrétienne-démocrate, vous avez une grande partie des électeurs chrétiens-démocrates qui ont quitté en fait, leur parti pour rejoindre l'AFD, et vous aviez au cœur de ces électeurs chrétiens-démocrates de très nombreux civil servants, des gens qui travaillaient dans les villes, qui avaient des fonctions, qui étaient policiers, qui étaient... Donc vous avez effectivement une sociologie un petit peu différente, c'est pas lié à un petit patronat, etc. Au contraire, c'est plus des élites administratives qui ont quitté, en fait, pour protester contre ce désordre inhérent à l'arrivée des réfugiés, qui ont quitté, en fait, la CDU-CSU. On a une sociologie extrêmement précise de l'origine de tous ces gens, et vous trouvez un des meilleurs exemples, c'est quelqu'un qui avait travaillé pendant 30 ans comme trésorier de la ville de Francfort au sein de la social-démocratie. Donc c'est quelqu'un qui vient du SPD, qui a fini par rejoindre l'AFD, et qui est quelqu'un d'extrêmement qualifié sur la thématique de la gestion des villes, par exemple. Donc c'est pas du tout... Là, on trouve effectivement au niveau de l'élite de l'AFD, les prolétaires sont rares. Croyez-moi, il y en a un ou deux, mais dans l'ensemble, on a devant nous des gens qui sont juges, policiers, enfin, ou anciens policiers. Donc c'est un petit peu différent peut-être de la problématique française. Oui, sur la fait.
Il y a des classes supérieures dans l'électorat FN. J'ai plus le chiffre en tête, mais je pense que Marine Le Pen en 2017 doit faire peut-être 14 ou 15% dans les classes supérieures. Donc c'est pas, il y a effectivement un électorat Le Pen. Et c'est vrai que globalement, c'est plutôt des professions libérales et des petits entrepreneurs, encore que depuis la droite Sarkozy, et y compris Fillon, le FN a du mal à revenir dans son électorat un peu traditionnel de petits commerçants artisans. La droite a vraiment largement préempté ça, notamment Nicolas Sarkozy à l'époque et encore un petit peu François Fillon. Peut-être une dernière question. Merci. C'était aussi une réaction à l'échelle de mesure. Pour moi, la difficulté, au moins dans les deux premiers items, c'est pas la définition du populisme, c'est la traduction dans les items. Parce que du coup, ta réponse a été il faut que tout s'articule pour que ce soit le populisme, et du coup, c'est basé sur la définition, et si on n'est pas d'accord avec ces items, c'est qu'on n'est pas d'accord avec les définitions. Pour moi, c'est la transcription, quoi. Je rejoins Mathieu sur au moins le premier, quoi. Pour moi, ça ne correspond pas à une attitude populiste. Mais bon, après, j'ai entendu ta réponse sur quand on l'élargit, ça fonctionne quand même et tout ça. Moi, ce qui m'avait interrogé en lisant l'article qui correspond à ce que tu nous as présenté, c'est ce que ça donne, et tu les as enlevés de ton graphique sur les plus petits partis qui sont à l'extrême gauche, notamment le NPA et Lutte ouvrière. Parce qu'en fait, il me semble que dans les résultats, tu arrives à dire que l'électorat NPA et Lutte ouvrière est plus populiste que celui de Mélenchon. Il me semble que c'était ça, j'ai peut-être mal retenu. Non, parce qu'en fait, j'avais mis ensemble tous les petits partis, y compris Asselineau, etc. Donc c'était une catégorie très hétérogène. J'ai enlevé parce qu'elle est très hétérogène, justement. Parce que je trouve que ça interroge sur la définition du populisme, parce que pour moi, on ne retrouve pas les mêmes caractéristiques côté Lutte ouvrière et NPA. Donc, enfin voilà, moi mon interrogation elle est là, et de la même manière. Le NPA est souvent cité comme un parti populiste. D'accord. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais il y a quand même des gens, notamment Luc March, il le prend comme une occurrence du populisme de gauche. D'accord. Okay. Mais je veux bien que tu me donnes la référence tout à l'heure. Merci. Bien, merci beaucoup. Le débat est extrêmement passionnant, mais je crois que on pourra le poursuivre autour du buffet. Donc, je crois qu'il faut encore remercier nos deux intervenants pour leur intervention.